3. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, mes camarades et moi-même sommes fiers de vous présenter notre SAE maladie. Donc, au cours de cette SAE, nous avons eu de nombreuses heures d'autonomie afin d'effectuer des recherches sur la maladie xéroderma pigmentosum. Alors, cette maladie est une maladie génétique qui est rare et qui est encore assez peu connue du grand public. Elle est plus communément appelée la maladie des enfants de la Lune. Nous avons décidé de vous expliquer nos recherches selon différentes sections. Donc, nous commencerons par vous faire un petit tour de ce qui est la maladie xéroderma pigmentosum. Nous continuerons ensuite, nous ferons un bond dans le temps afin de vous montrer les points clés, les dates importantes des grandes avancées de la recherche quant à cette maladie. Par la suite, nous irons sur l'aspect épidémiologique de cette maladie, c'est-à-dire son mode de transmission ainsi que son incidence dans les différentes régions du monde. Nous pourrons ensuite passer sur un point un petit peu plus technique où nous aborderons les aspects impliqués, les systèmes impliqués dans la maladie xéroderma pigmentosum, dont celui de la réparation de l'ADN. Cela nous permettra de faire un point sur les symptômes et diagnostics actuels. Nous continuerons sur les thérapies symptomatiques et curatives actuellement sur le marché. Dans une 5e partie, nous glisserons sur les pistes de recherche en cours, puis nous terminerons par une légère conclusion afin de vous expliquer les freins à l'avancée de cette recherche, et nous terminerons sur une conclusion afin de s'assurer que vous avez bien compris notre présentation. Donc pour introduire la notion de xéroderma pigmentosum, on souhaitait vous présenter la définition en 4 points de cette maladie. Donc il faut bien comprendre tout d'abord que c'est un groupement de maladies génétiques qui sont tous associés à un dysfonctionnement du système NER. Toutes ces maladies vont avoir pour conséquence une photosensibilité extrême et donc le développement de cancers parallèles et de nombreuses tumeurs. Parlons maintenant donc de l'historique de la maladie. Je vais revenir avec vous sur les dates importantes liées à cette pathologie. Donc en 1874, Kaposi et Ebra décrivent pour la première fois cette pathologie et y associent un pronostic défavorable. En 1932, on va avoir la découverte des premiers symptômes neurologiques associés à la pathologie par De Sanctis et Caccione. On arrive maintenant en 1970 avec une découverte parallèle dans le monde de la biologie, donc les découvertes de séquençage avec les méthodes de Sanger-Poussin, qui vont permettre de mieux comprendre la maladie, ainsi que tous les gènes impliqués et les mutations. On arrive 2 ans plus tard, en 1972, avec la découverte de l'hétérogénéité des phénotypes du XPA au XPG, en passant par le XPV, par ce groupe de chercheurs. En 1980, la découverte du premier diagnostic biologique par Alain Sarrazin, qui est un chercheur qui nous a aidé pour la réalisation de cette conférence. Marius reviendra dessus pour vous l'expliquer. C'est important parce que c'est un diagnostic qui ne se base pas uniquement sur la clinique du patient. On arrive en 2000 avec la création de l'association des enfants de la Lune par Françoise et Bernard Séris, qui étaient parents d'enfants de la Lune. On arrive donc à nos jours avec de nombreuses recherches visant principalement à chercher une méthode thérapeutique pour la pathologie. Alors, maintenant que vous arrivez à mieux situer les dates importantes quant à cette maladie, nous allons passer sur l'aspect épidémiologique. Dans un premier temps, nous verrons son mode de transmission et son incidence en fonction des zones géographiques. Alors, dans un premier temps, la transmission de la maladie xéroderma pigmentosum. Nous avons dit que c'était une maladie génétique qui se transmet par hérédité, et cette maladie est une maladie autosomique récessive. Donc autosomique puisque l'allèle, le gène se trouve sur un allèle sur un chromosome qui n'est pas sexuel, et récessif, puisqu'il y a besoin que les 2 allèles soient mutés pour que le gène puisse s'exprimer. On dit qu'il y a besoin d'homozygosie pour l'expression du gène. Dans la population mondiale actuelle, il y a certains porteurs que l'on dit porteurs sains, c'est-à-dire qu'ils ne présentent qu'un seul allèle muté de ce gène et ne présentent aucun symptôme et ne contracteront pas la maladie. Cependant, si 2 porteurs sains se reproduisent, il y a un risque sur 4 que l'enfant développe la maladie xéroderma pigmentosum. De plus, cette maladie touche aussi bien les hommes que les femmes. Maintenant, pour ce qui est de l'incidence de cette maladie, sa prévalence va être différente en fonction des régions du monde. Et les régions les plus touchées sont le Japon, le Moyen-Orient, ainsi que l'Afrique du Nord, avec un individu sur 20 000 ayant contracté la maladie. L'Amérique du Nord vient ensuite, en possédant une prévalence de seulement un individu sur 250 000. Finalement, l'Europe, qui est la région la moins touchée, n'aura qu'un seul individu sur 2 300 000 individus. Nous pouvons donc voir que cette maladie est relativement rare et qu'il est difficile d'obtenir des valeurs précises quant à l'incidence de cette maladie. Donc maintenant, vous allez me demander pourquoi les régions du monde sont impactées différemment quant à cette maladie.
Eh bien, il a été démontré que ça a une relation avec les modes de vie. En effet, dans certaines régions où il existe des communautés ethniques et des groupes ethniques plus isolés, il y a une prévalence plus importante de mariages consanguins, permettant donc une augmentation et une conservation de ces allèles mutés et donc de la maladie. Il est important aussi de préciser qu'il existe 8 groupes différents de complémentation de la maladie xéroderma pigmentosum qui s'associent chacun d'eux à un dysfonctionnement d'une protéine impliquée dans le mécanisme de réparation de l'ADN. Donc ces protéines sont A, B, C, D, E, F et G. En Europe, la forme la plus prévalente est la forme XPC qui a un pourcentage de proportion de 31%. Pour bien comprendre pourquoi est-ce que xéroderma pigmentosum va induire des cancers cutanés, il faut d'abord que vous compreniez les mécanismes naturels de réparation de l'ADN qui vont naturellement empêcher l'apparition de ces cancers. Donc le principal mécanisme, ce n'est pas le seul mécanisme de réparation de l'ADN, il en existe plusieurs, mais celui dont on va parler aujourd'hui, c'est la NER, pour Nucleotide Excision Repair, en anglais, qui veut dire réparation par excision des nucléotides. Donc c'est un des mécanismes naturels de l'ADN, qui va réparer notamment les dommages induits par l'UV, comme les CYP4PP et les CPD. Donc la NER va se dérouler en 2 phases principales. Donc tout d'abord une phase de reconnaissance de la lésion, qui peut se dérouler de 2 manières différentes, soit grâce au système GGR, soit au système TCR que je vais définir juste après. Suite à cette phase de reconnaissance de la lésion, aura lieu une phase de réparation, tout d'abord par excision des nucléotides lésés, puis resynthèse d'un nouveau brin sain. Commençons par la GGR, donc la Global Genomic Repair, donc la réparation globale génomique, qui est une méthode de reconnaissance de la lésion à l'ADN par un groupe de protéines qui permet la réparation et la resynthèse d'un nouveau brin. Donc, dans le cas physiologique, on a donc notre ADN double brin ici, avec 2 thymines consécutives. On va avoir une exposition aux UV qui va engendrer des dimères de thymine. En fait, les UV vont modifier la structure électronique des bases, donc ici des thymines, et créer des liaisons anormales covalentes entre ces 2 thymines qui normalement ne devraient pas avoir lieu. C'est ce qu'on appelle un dimère. Ce dimère de thymine va provoquer une distorsion de l'ADN, donc vraiment les 2 brins vont se tordre, et c'est la protéine XPC qui va reconnaître cette distorsion et se fixer ensuite sur le brin opposé à la lésion. Suite à cela, la protéine va envoyer des signaux de recrutement pour différentes protéines, notamment le facteur de transcription TF2H. C'est un composé de 10 sous-unités, notamment XPB et XPD, qui sont 2 hélicases. Ces 2 hélicases vont avoir pour rôle d'ouvrir l'ADN sur environ 25 nucléotides autour de la lésion. XPC va être remplacé par RPA, et XPA va se fixer sur le brin opposé. On a vu que XPB et XPD, donc les 2 hélicases, ont ouvert le brin d'ADN, ce qui va permettre le recrutement par RPA des protéines XPF et XPG. XPF et XPG, il faut savoir que ce sont 2 endonucléases qui vont avoir pour rôle de cliver l'ADN de part et d'autre de la lésion. Donc une fois que ces 2 protéines sont fixées, elles vont cliver l'ADN, celui-ci va être éliminé avec le TF2H, et ces protéines vont être éliminées à leur tour. RPA va être la seule protéine qui va rester. Elle va envoyer des signaux de recrutement, cette fois-ci, pour la polymérase. La polymérase, comme vous le savez tous, va avoir pour rôle de synthétiser un nouveau brin. Ce brin va ensuite être lié, grâce à l'ADN ligase 1, à l'ancien brin, et on va retrouver donc notre ADN comme neuf, notre ADN de base. Donc ça, c'était pour la GPR. Pour la TCR, donc pour transcription combine et repair, donc la réparation combinée à la transcription, ici, ce sera la polymérase et non pas la XPC qui va reconnaître la lésion. Donc, comme précédemment, on a notre brin lésé. La polymérase va faire son boulot habituel et va reconnaître la lésion. Elle va émettre comme XPC des signaux de recrutement pour la protéine TF2H et ensuite s'en suivra le même mécanisme que vu précédemment. Donc en clair, là, on a un schéma de récapitulation de nos 2 types de reconnaissance qui s'ensuit notre réparation par excision d'une nucléotide et resynthèse d'un nouveau brin. Donc maintenant, voyons ce qui se passe quand on a une personne qui a une mutation sur un gène, par exemple XPC. Donc il peut y avoir des mutations sur tous les gènes XP différents. Ici, on va se pencher sur cet exemple sur un gène XPC. Et ça va empêcher la synthèse de la protéine XPC ou bien en synthétiser une non complétante. Donc qu'est-ce qui va se passer?
la protéine XPC ne pourra pas reconnaître, soit se fixer à la lésion puisqu'elle sera incompétente, soit ne pourra pas recruter les autres protéines nécessaires à la réparation. S'il n'y a pas de réparation, la lésion reste au même endroit et permet l'apparition de tumeurs. C'est comme ça que sont formées les tumeurs dans le cas de la maladie Xeroderma pigmentosum. Donc, passons maintenant aux symptômes diagnostiques. Donc, pour ma part, je vous parlerai des différents symptômes et Marius vous décrira un peu plus tard les diagnostics. Donc, quand on parle de Xeroderma pigmentosum, les principaux symptômes qui nous viennent en tête sont souvent les atteintes dermatologiques. Il faut savoir qu'il y en a d'autres, notamment les atteintes neurologiques, oculaires et aussi des atteintes internes. Commençons par les atteintes neurologiques. Donc, le mécanisme d'apparition de ces atteintes n'est pas très bien décrit. Il faut savoir que ça touche environ 20% des patients avec Xeroderma pigmentosum, notamment du groupe A. Pareil, le mécanisme n'est pas très bien décrit. Pourquoi du groupe A et pas du groupe C? On n'a pas encore découvert ça. On va avoir une évolution lentement progressive de ces symptômes, c'est-à-dire que les symptômes vont évoluer de manière synchrone au cours de la vie du patient. On va retrouver majoritairement une déficience mentale chez 80% des atteintes, avec potentiellement associé des neuropathies périphériques, c'est-à-dire que le système nerveux périphérique va être touché. On passe maintenant aux atteintes oculaires, avec majoritairement des lésions oculaires, avec des inflammations type conjonctivite ou kératite sévère, avec aussi des syndromes de sécheresse oculaire. On peut retrouver une caractéristique de photophobie qui va être, Marius vous en reparlera, un diagnostic majeur. On peut retrouver aussi des tumeurs nodulaires au niveau des paupières qui sont fortement exposées aux UV. Et dans les cas les plus graves, une perte de la vue déclinant de l'évolution des symptômes ou de chirurgie par exemple. Passons maintenant donc aux atteintes dermatologiques. Dans la première partie de la vie du patient, on va retrouver des érythèmes solaires, donc, qui correspondent à des rougeurs associées à une brûlure. On va retrouver aussi des troubles de la pigmentation de la peau, avec une polyclinodermie, c'est-à-dire une hyper ou une hypopigmentation. C'est dans ces troubles qu'on classe les phyctènes, qui correspondent aux fameuses taches de rousseur qu'on retrouve sur la peau des patients. On va retrouver aussi des lésions précancéreuses aux alentours des 2 ans de vie du patient. Donc les kératoses actiniques, c'est un phénomène physiologique de base chez les personnes âgées notamment, qui ont donc vécu, été exposées aux UV, etc. C'est pas pour autant que ça découle forcément en lésions cancéreuses. Donc ces fameuses lésions cancéreuses qui apparaissent tout de même chez les patients XP, comme des carcinomes basocellulaires, des carcinomes épidermoïdes ou des mélanomes suivant les cellules qu'ils touchent, avec un âge d'apparition d'environ 6 ans chez les patients Xeroderma pigmentosum. Donc à savoir que ce sont des maladies, des tumeurs malignes très, très invasives. Pour ce qui est des atteintes internes maintenant, donc comme on l'a dit, les patients Xeroderma ne sont pas compétents dans la réparation de l'ADN, et donc s'il y a une mutation liée à un autre facteur que les UV, par exemple une exposition aux xénobiotiques, aux polluants, ou même au cours de l'évolution, on sait très bien que maintenant les mutations servent à l'évolution des espèces, on va avoir donc formation de tumeurs internes, pas forcément localisées sur la peau ou sur les yeux par exemple. Pour vous illustrer ça, j'ai choisi de m'appuyer sur un papier d'Alain Sarrazin, encore le chercheur qui nous a aidé pour cette conférence, qui est paru en 2023 dans la rubrique Cancers. Il s'est appuyé sur la cohorte française des patients Xeroderma, qui représente 180 patients depuis 40 ans environ, qui ont résidé en France. Donc sur ces 180 patients, on a retrouvé 40 patients touchés par des tumeurs internes, qui étaient composés de 53% d'hémopathie maligne. C'est vraiment sur cet axe-là que la publication est tournée. On retrouve aussi 19% de tumeurs gynécologiques et 28% d'autres tumeurs type thyroïde ou cerveau. Donc, comme je vous l'ai dit, les hémopathies malignes sont bien décrites dans le papier. On va retrouver donc des hémopathies type LAM, LAN ou syndrome myélodysplasique, qui vont conduire souvent à la mort du patient. Il faut savoir que dans ce papier, on décrit des protocoles de greffe de cellules souches hématopoïétiques sur 5 patients qui ont abouti à la survie de 3 patients sur 5. Malheureusement, ils ne guérissent pas de Xeroderma, mais ils guérissent au moins des hémopathies malignes. Il faut savoir que ces hémopathies malignes interviennent au cours de la vie, malheureusement, dans la population française saine, aux alentours des 71 à 75 ans, contre environ 25 ans pour une population de Xeroderma pigmentosum. Alors maintenant, pour ce qui en est du diagnostic, maintenant que vous connaissez les symptômes, il est important de pouvoir confirmer ce diagnostic, puisque ce n'est pas simplement si vous avez des grains de beauté ou des taches de rousseur qui apparaissent sur votre peau suite à une exposition au soleil que vous serez Xeroderma pigmentosum. C'est pourquoi il est important de consulter différents spécialistes de santé afin de pouvoir orienter le traitement et la vie du patient. En effet, un patient atteint de Xeroderma pigmentosum devra adapter son mode de vie et son entourage devra l'aider afin d'essayer d'éviter les rayons lumineux.
Donc pour ce qui est des différents spécialistes de santé, le premier sera le dermatologue, qui mettra en évidence, comme le disait Quentin, des érythèmes ainsi que des phlictènes. Il mettra aussi en évidence une poikilodermie et une sécheresse cutanée. Donc une sécheresse cutanée avec des croûtes et une poikilodermie qui représente une dépigmentation de la peau assez invasive. De plus, il mettra en évidence des lésions précancéreuses, notamment sur les zones exposées au soleil. L'ophtalmologue, lui, mettra en évidence une photophobie sévère, donc une peur, si je puis dire, de la lumière. Dès que l'exposition au soleil a lieu, le patient développera différents symptômes, notamment des conjonctivites et des kératites sévères à répétition. Donc il s'agit d'inflammation de l'œil et notamment de la cornée. Le syndrome sec oculaire, donc une sécheresse des yeux, et cela sera accompagné des tumeurs nodulaires des paupières, donc l'apparition de kystes de différentes tailles au niveau des paupières. Enfin, le dernier spécialiste sera le neurologue. Celui-ci pourra mettre en évidence dans certains cas de xéroderma pigmentosum une nécrocéphalie à l'aide d'un IRM. Il mettra en évidence une déficience mentale progressive, donc c'est-à-dire une baisse du QI du patient, ainsi que des neuropathies périphériques qui sont le symptôme le plus handicapant pour le patient, puisque celui-ci perdra de l'autonomie, aura des troubles de la vision, ainsi que des maux de tête. Maintenant, passons à une méthode de diagnostic qui ne se base pas simplement sur les symptômes, mais qui est une méthode un petit peu plus scientifique, si je puis dire. Donc celle-ci nous a été présentée et mise en application par Alain Sarrazin, le chercheur qui nous a encore une fois bien aidé pour notre conférence. Elle a été illustrée ici par Thierry Manialdo, un autre chercheur du CNRS. Donc, cette technique, elle a pour but de mettre en évidence la capacité des cellules à pouvoir réparer les brins d'ADN lésés. Donc, elle s'effectue en prélevant directement des cellules à l'intérieur du corps. Nous irradions celles-ci à la lumière UV et nous les mettons en incubation avec des nucléotides libres marqués radioactivement. Donc une fois que ces cellules, ces brins d'ADN lésés vont être incubés avec les nucléotides radiomarqués, nous allons pouvoir évaluer la capacité de la cellule à réparer le brin d'ADN lésé. Pour cela, la cellule donc, effectue son mécanisme d'ANER en excisant les nucléotides lésés, donc notamment les dimères de thymine, et elle va pouvoir réincorporer les nucléotides libres dans le milieu afin de réparer le brin d'ADN. Ces nucléotides radiomarqués permettent donc une quantification de la quantité de nucléotides réingérés, donc la capacité de la cellule à réparer l'ADN. Donc cette quantité de radioactivité est mesurée par l'autoradiographe. Donc nous obtiendrons deux types de résultats, soit des cellules qui ont pu réincorporer de nombreux nucléotides radiomarqués, donc la cellule aura une forte capacité de réparation de l'ADN, ou bien des cellules qui n'auront pas réincorporé beaucoup de nucléotides radiomarqués et donc aura une faible capacité de réparation de l'ADN. Donc cette méthode de diagnostic a eu son âge d'or, mais elle a été remplacée notamment au niveau de l'utilisation de composés radioactifs par des composés fluorescents. Et maintenant, nous l'utilisons de moins en moins puisqu'elle a été remplacée par des techniques de séquençage. Nous l'utilisons simplement pour certains travaux de recherche. Maintenant, il est aussi possible d'effectuer un diagnostic prénatal. Donc ce diagnostic s'effectue entre la 12e et la 13e semaine de la grossesse, suite à des suspicions positives ou des antécédents familiaux. Donc, elle consiste à quoi? Elle consiste à prélever des cellules du trophoblaste, donc des cellules du placenta, soit par voie transcervicale, donc voie vaginale, ou par voie transabdominale, à travers la cavité transabdominale, à travers la cavité abdominale. Une fois ces cellules prélevées, nous réalisons un séquençage, et les résultats de ce séquençage nous permettent soit de confirmer, soit d'infirmer les résultats obtenus lors du premier dépistage. Suite à cela, le couple pourra ensuite agir en conséquence et décider soit de garder l'enfant, soit il aura le droit de rétraction et donc d'interrompre la grossesse. Cependant, le délai d'interruption de grossesse n'est pas réellement défini. Il se fera dans une assemblée afin de voir si l'interruption de grossesse est encore possible. Associé à tous ces symptômes, évidemment, il y a un mode de vie différent qui se met en place. Pour ça, on a souhaité interroger directement les premiers concernés. Donc on a pu interroger
Wafa Chahabi, qui est maman d'un enfant de la Lune et aussi présidente de l'association en France des enfants de la Lune. Et puis Nihal Moudjahed, qui est considérée comme une enfant de la Lune, qui est une enfant de la Lune, et qui est aujourd'hui étudiante en master, donc ça ne l'a pas empêché d'avoir une scolarité presque normale. Mais pour ça, évidemment, il y a beaucoup de choses à mettre en place, notamment ce fameux casque que vous connaissez certainement. Il faut aussi se prémunir d'un dosimètre à UV pour savoir si on peut rentrer dans la pièce. Les enfants de la Lune ne peuvent pas rentrer dans cette pièce si le taux d'UV est trop important. Et puis ils sont obligés de se vêtir de vêtements qui sont doublés, notamment en nylon ou en jean. Donc tout ça évidemment ça a un coût, vous le voyez. Donc l'État français met depuis 2009 à disposition une aide de 1 300 € annuelle. Et puis évidemment l'association de Wafa Chahabi permet aussi à ces patients d'acquérir tous ces éléments pour se protéger des effets des UV. Il y a aussi l'État français qui met en place des chauffeurs privés et les établissements doivent s'adapter à ces étudiants-là, puisque je rappelle que l'accès à l'éducation est un droit constitutionnel. Alors maintenant, pour ce qui en est des thérapies actuelles, donc elles reposent notamment sur la prophylaxie, comme le disait Greg précédemment, mais certaines molécules intéressantes ont été mises sur le marché afin de traiter directement les symptômes associés à cette maladie. Alors, nous avons décidé de classer selon 3 actes les thérapies actuelles, donc des thérapies qui vont venir agir sur la prévention, d'autres thérapies de contrôle, ainsi que les traitements associés à cette maladie. Alors, la prophylaxie, donc la photoprotection, s'avère de mise et l'élément le plus important lorsque un individu possède cette maladie. Les enfants de la Lune disposent de dosimètres, comme vous le disiez Greg, pour pouvoir identifier les sources émettrices d'UV et s'en éloigner, s'en protéger. Ce qui est compliqué dans cette maladie, c'est que ces enfants-là doivent adapter leur mode de vie en fonction des horaires de la journée, du rayonnement solaire, ainsi que le port de nombreux équipements de sécurité. Maintenant, une lotion a été mise au point que les patients xérodermie pigmentosome appliquent quotidiennement sur leur peau. C'est une lotion donc, à l'endonucléase 5. Et cette endonucléase, vous allez me demander ce que c'est. C'est tout simplement une enzyme bactérienne qui agit dans la bactérie de manière à réparer le brin d'ADN. Et ce qui est assez cocasse, si je puis dire, c'est qu'elle a une structure et une activité semblables aux endonucléases présentes chez l'homme. Vous allez me demander comment cette endonucléase agit. Elle agit de manière à reconnaître sur un brin d'ADN lésé, un motif spécifique, donc notamment un dimère de thymine. Et elle va pouvoir avoir une activité d'endonucléase afin de cliver au niveau de la lésion le brin d'ADN. Et l'activité physiologique 3'-5' d'exonucléase viendra à son tour permettre la délétion de cette paire lésée. Une activité, encore une fois, physiologique de polymérase et de ligase permettra à la cellule de resynthétiser le brin d'ADN et de pouvoir réparer l'ADN. Il a été montré que cette lotion avait une activité importante puisqu'elle permettait de réduire 30% des cancers cutanés. Donc le second point est le contrôle. En effet, les patients atteints de xéroderma pigmentosome ont des consultations trimestrielles chez les spécialistes de santé que je vous ai exposés précédemment afin de vérifier l'apparition de nouveaux symptômes ou de nouvelles tumeurs. Parallèlement à ça, le patient ainsi que sa famille devra être éduqué à l'autosurveillance ainsi que devra subir une sensibilisation vis-à-vis de cette maladie afin de comprendre l'utilisation du dosimètre et de pouvoir noter l'apparition de nouveaux symptômes, de nouvelles tumeurs pour en faire une liste et pouvoir les présenter à ces spécialistes de santé. De plus, il est important pour les patients atteints de xéroderma pigmentosome d'avoir un suivi psychologique adapté puisque c'est une maladie lourde qui a de nombreuses conséquences au niveau de la santé mentale. Maintenant, le dernier point est le traitement. Donc, les traitements en place sont des traitements symptomatiques afin de remédier aux symptômes. Et une fois que les tumeurs sont trop importantes et devenues trop agressives, les actes sont des actes médicaux, comme la chirurgie. Cependant, celle-ci est à prendre avec des pincettes puisque l'utilisation de chirurgie est très invasive pour les patients atteints de xéroderma pigmentosome et au vu de leur réparation de l'ADN assez faible, leur mécanisme de réparation de l'ADN faible, ils ont du mal à se remettre normalement, si je puis dire, d'une chirurgie. Il en va de même pour la radiothérapie, qui celle-ci a été bannie des traitements puisqu'elle a engendré de nombreuses morts et de
de nombreuses morts tout simplement. Elle a été remplacée par la curithérapie, qui est telle une radiothérapie plus visée, plus sensible et plus spécifique à la tumeur, puisqu'elle agit directement et permet de localiser et de traiter les zones lésées, donnant des résultats plus fonctionnels et plus esthétiques qu'une radiothérapie normale. De plus, l'immunothérapie permet la prise en charge des tumeurs internes ainsi que des complications ophtalmologiques. Nous allons donc pouvoir passer sur les pistes de traitement et les recherches en cours. Alors comme vient de vous présenter Marius, donc, toutes les stratégies de thérapie actuelles sont symptomatiques, c'est-à-dire qu'elles visent à corriger les symptômes et pas forcément la maladie à sa source. Donc c'est pour ça que les pistes de recherche vont majoritairement s'axer sur la thérapie génique. Le but de cette thérapie génique, ça va être de corriger le gène pour corriger le malade directement, si je puis dire. On a choisi dans cette conférence de vous présenter deux outils principaux. Donc les rétrovirus que je vous présenterai et CRISPR-Cas9 ou Cas9 pour les plus chauvins, qui est une endonucléase dont Greg vous parlera. Pour les rétrovirus, donc les rétrovirus ce sont des entités virales dites incessionnelles, c'est-à-dire que quand elles vont infecter une cellule, le patrimoine génétique viral va s'insérer au patrimoine génétique de la cellule qu'elle infecte. Pourquoi les rétrovirus comme type de virus et pas des lentivirus par exemple? C'est que ces rétrovirus vont cibler des cellules à fort renouvellement. Ce qui nous intéresse dans notre cas, puisqu'on cherche à modifier le patrimoine des cellules de la peau, qui est un organe en constant renouvellement. Donc je vous ai remis ici le site de réplication d'un rétrovirus. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce rétrovirus rentre dans la cellule, intègre son patrimoine génétique au patrimoine génétique de la cellule, pour qu'il soit transcrit puis traduit, afin de former de nouvelles entités virales. Ici, je vous ai remis la représentation simplifiée du génome d'un rétrovirus, avec les deux extrémités LTR qui vont servir à l'intégration du patrimoine génétique viral dans le patrimoine génétique de la cellule, des gènes GAG qui vont servir à la synthèse de la capside, des gènes POL qui vont servir à la synthèse de nombreuses enzymes, notamment la reverse transcriptase qui va servir à la réplication du rétrovirus dans la cellule, et les gènes ENV qui vont servir à synthétiser l'enveloppe. Donc, je vous ai remis ici la stratégie de thérapie génique basée sur les rétrovirus. Et donc, la première partie, ça va être de modéliser et de fabriquer notre vecteur génétique basé sur les rétrovirus, et donc d'insérer la séquence du gène d'intérêt dans le génome du rétrovirus. Pour ça, on s'est demandé comment est-ce qu'un rétrovirus qui est d'habitude nocif pour l'homme pouvait nous aider dans des outils de thérapie génique notamment. C'est pour ça qu'on s'est tourné vers le docteur Thierry Manialdo, qui est directeur de recherche au CNRS à l'Université de Nice, qui a notamment travaillé avec Alain Sarrazin sur ces rétrovirus et ces thérapies géniques. Et gutless avec les gènes GAG, POL et ANG qui sont produits par des plasmides. Et ça, ces trois gènes, enfin ces trois plasmides, on va les co-transfecter dans des cellules productrices. Donc en fait, il y a une espèce de complémentation entre le gène qu'on doit exprimer. On a une reconstruction in cellulo dans la cellule de particules virales qui sont attendues pour la vie infectieuse et qui vont aller, qu'on va récupérer, qu'on va soumettre à différentes étapes de protocole. Donc en fait, on va transfecter les cellules, récupérer les surnageants de culture. Donc là, on va pouvoir reconstruire dans ces conditions des cellules productrices qui produisent des particules virales infectieuses. Donc on récupère le surnageant de culture de ces cellules. Donc pour revenir sur ce que le docteur Thierry Manialdo vient de nous apprendre, donc ils ont modifié la structure que je viens de vous présenter avec les gènes GAG, POL et ANV et les ont retirés. Grâce à ça, on obtient un virus gutless, c'est-à-dire qui est inoffensif pour nos cellules. La contrepartie, c'est qu'il sera incapable de se répliquer tout seul. Donc ici, c'est une des constructions génétiques qu'ils ont réalisées avec le docteur Sarrazin. Donc comme vous voyez, plus du tout de gène GAG, POL et ANV. À la place, on a inséré un gène, ici c'est XPD parce que dans cette publication, ils voulaient soigner des cellules XPD, mais on pourrait y insérer le gène que l'on souhaite. On a aussi d'autres gènes dont je vous parlerai un peu plus tard. Donc à partir de ce modèle génétique qu'on a construit, on va pouvoir donc produire de multiples rétrovirus modifiés. Donc simplement en mettant en contact nos rétrovirus avec des cellules productrices, elles vont donc s'insérer et insérer leur patrimoine génétique aux cellules. On a dit, je viens de vous dire que ces virus ne sont plus capables d'auto-réplication. C'est pour ça qu'on a cette histoire de co-transfection de plasmides,
dans la cellule. En fait, ces plasmides vont contenir les gènes GAG, ANV et POL qui vont servir donc à répliquer les virus. Grâce à ça, on peut obtenir une multitude de virus fonctionnels et génétiquement modifiés. A noter que ces virus sont toujours gutless. Une fois qu'on a notre armée de rétrovirus modifiés, on va pouvoir transfecter nos cellules malades. Donc à partir de biopsies de patients, on va pouvoir récupérer des cellules malades et les mettre en contact avec nos rétrovirus génétiquement modifiés. Là, l'ADN de la cellule va réagir avec l'ADN du virus, et cet ADN viral va s'introduire au sein de l'ADN de la cellule pour produire, en théorie, une protéine fonctionnelle. Avant ça, il y a une étape de sélection des cellules qui ont bien été transfectées, parce que ça ne sert à rien de poursuivre avec des cellules qui n'ont pas été transfectées et qui sont toujours malades. Donc pour ça, on s'est redemandé, on a redemandé au docteur Thierry Marialdo qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place en fait pour sélectionner des cellules qui ont été correctement transfectées. Un peu long, mais ça. Donc, en fait, il faut infecter les cellules, mais il faut les sélectionner. Et donc, la phosphotransférase qui est codée par Néo, en fait, qui permet aux cellules de survivre en présence de l'antibiotique, de la néomycine, la phosphotransférase, le problème, c'est que c'est un gène bactérien. Et donc, ça va être une protéine bactérienne, produite pour la résistance. Donc, là, on a un problème de compatibilité avec les cellules du patient. Donc, pour revenir sur ce court extrait, donc comme je vous disais, on retrouve le SV40 qui est en fait un promoteur du gène NEO. Ce gène NEO est un gène bactérien qui code pour la résistance à la néomycine. Comment est-ce qu'il fait? En fait, il code pour une phosphotransférase qui va inhiber l'action de la néomycine et de ses analogues. Pratiquement, comment on procède? Donc c'est assez simple, on met en présence nos cellules que l'on pense transfecter au G418, qui est un analogue de la néomycine et qui a un effet cytotoxique sur les cellules eucaryotes. Les cellules qui ont été correctement transfectées, donc qui ont le gène d'intérêt et qui possèdent aussi le gène NEO, vont exprimer la protéine, la phosphotransférase, et pouvoir inhiber l'action de la G418 et ainsi survivre. Contrairement aux cellules qui n'ont pas été transfectées, qui ne possèdent pas le gène NEO, qui ne vont donc pas exprimer la phosphotransférase et tout simplement mourir suite aux effets de la G418. Grâce à ça, on obtient des cellules que l'on sait dont elles sont transfectées. On va pouvoir donc cultiver ces cellules. On va pouvoir donc cultiver ces cellules dans l'espoir d'obtenir un implant pour greffer des patients malades. Concernant l'autre modèle et l'autre thérapie qui est en développement au XXIe siècle, donc vous avez sûrement déjà entendu parler, la fameuse CRISPR-Cas9. Donc c'est une endonucléase à l'origine bactérienne qui a été découverte en 1987, qui est l'association de deux éléments, CRISPR, un groupement de répétition palindromique espacé régulièrement, et Cas9, une endonucléase d'ADN guidée par ARN. L'association de ces deux complexes va créer un système adaptatif à médiation immunitaire, adaptatif à médiation ARN chez les bactéries archées, que je vais vous expliquer juste après. Je souhaite préciser quand même que pour l'explication de ce mécanisme, on a eu l'aide de Denis Biard, docteur Denis Biard, et puis de Emmanuel Charpentier qui a eu un prix Nobel pour cette découverte. Donc grâce à l'ORED, on a pu identifier trois éléments qui composent CRISPR-Cas9. Trois éléments d'abord ARN, donc cette fameuse séquence CRISPR, ou appelée le protospacer, qui va venir être en fait une séquence complémentaire à la séquence génétique que l'on souhaite couper. Donc ici, par exemple, dans le cadre d'un patient XP, si vous avez un gène XPD qui est lésé, on va prendre une séquence complémentaire à cette séquence génomique et puis l'insérer dans le modèle CRISPR. Cette séquence va s'associer à une séquence TRAC ARN, une séquence TRAC ARN qui va venir recruter la Cas9, donc l'endonucléase. Les éléments TRAC et CRISPR-RNA sont liés par une linker loop, donc une boucle, qui vont donc tous les trois ensemble recruter l'endonucléase Cas9. L'endonucléase Cas9, pour notre cas, c'est l'endonucléase qui est détectée chez Streptococcus pyogenes, donc on parle de SPCas9. Elle va couper très spécifiquement, c'est pour ça que c'est très intéressant,
3 nucléotides en 3' de la séquence ciblée, sur le brin opposé. Donc je m'explique, la séquence PAM en fait, que vous avez ici, qui est détectée par donc, SPCas9, donc dans le cas de SPCas9, elle est appelée 5' NGG. Vous avez donc une coupure 3 nucléotides avant, 1, 2, 3, en 3' de la séquence sur le brin opposé. Ici la coupure. Voilà, donc c'est un système qui est très très précis, qui permet de vraiment couper la séquence génique là où on le souhaite. Concrètement, comment on l'applique au patient XP? Eh bien, on prend une biopsie du patient XP et on le coupe à l'aide de CRISPR-Cas9 sur le gène lésé. On peut intégrer directement ensuite dans la cellule des gènes dits sauvages, donc des gènes qui n'ont pas été mutés et des gènes bénéfiques pour le patient futur, qui vont être réintégrés au génome grâce au système de recombinaison au relais. Le tissu va redevenir compétent, on va pouvoir le cultiver et puis idéalement le réimplanter sur le patient qui a été atteint de XP. Pour conclure sur notre présentation, et on va d'abord discuter des thérapies dont on a abordé, et puis on va faire une conclusion générale pour être sûr que vous ayez bien tout compris. Donc finalement sur les thérapies, actuellement il se pose un problème, c'est qu'on est incapable aujourd'hui de modifier tout le génome humain, puisque évidemment il faudrait modifier l'ADN dans chacune des cellules du corps humain. Donc actuellement ça c'est impossible. On peut actuellement uniquement modifier des morceaux, des fragments de peau qu'on peut réimplanter sur le patient, mais on ne peut pas modifier l'ADN de chaque cellule. Donc c'est déjà un gros frein. Et puis l'évolution des thérapies est forcément bloquée par 3 freins qui n'est pas spécifique à Xeroderma pigmentosum, mais il y a notamment la durée de vie et la quantité de patients dont on dispose. Comme Quentin l'a dit, il n'y a eu que 180 patients qui ont séjourné en France depuis 40 ans, donc ça fait très peu pour une étude. L'éthique et les religions en général peuvent bloquer aussi la recherche. Et puis le manque de moyens, évidemment, comme dans toutes les nouvelles recherches, peut être un gros frein sur le développement de nouvelles thérapies. Donc pour conclure sur cette présentation, pour ce qui sera des thérapies les plus efficaces à l'heure actuelle, ça reste des thérapies prophylactiques, donc c'est-à-dire de se protéger des UV, d'adapter son mode de vie en fonction du jour et de la nuit. Ensuite, les diagnostics aussi les plus précoces seront les meilleurs, dans le sens où plus on a diagnostiqué un enfant tôt, plus on pourra le prémunir des UV et éviter déjà les premiers cancers très tôt dans sa vie. Enfin, le point le plus important, qui nous apparaît le plus important de tous, c'est l'éducation et la sensibilisation des populations les plus sujettes à ces maladies, notamment au mode de vie et à éviter les mariages consanguins. Quand il y a des cas de... Oui, ça peut paraître évident, mais quand il y a des cas de maladies dans la famille, il faut absolument éviter ça, c'est ça qui en provoque le plus. Et voilà. On tenait à remercier tout d'abord le docteur Thierry Manieldo, que vous avez pu voir à plusieurs reprises, qu'on a eu en visioconférence plusieurs fois, qui nous a aidés, qui nous a envoyé des papiers super intéressants. Le professeur Alain Sarrazin aussi, qui a mis au point le test UDS dont on a parlé, qui nous a mis en contact avec le docteur Thierry Manieldo et le docteur Denis Biard. La professeure Emmanuelle Charpentier, qui est prix Nobel de chimie, qui a mis au point le mécanisme CRISPR-Cas, qui a pu répondre à nos questions et qui nous a envoyé aussi quelques illustrations qui nous ont bien aidé à comprendre. Le docteur Denis Biard aussi, qu'on a pu interviewer sur le mécanisme de CRISPR-Cas, qui a répondu à plusieurs de nos questions. Et aussi Yael Moudjahed, qui est malade de Xeroderma pigmentosum, qu'on a pu interviewer aussi. Et Wafa Chahabi, dont on a parlé aussi, qui est la présidente de l'association Enfants de la Lune. On tenait à remercier aussi Madame Mouk et Madame Lebois, qui sont ici présentes, qui nous ont tutoré tout le long de ce projet, et sans qui nous ne serions pas aujourd'hui devant vous. Voilà, merci à tous. Est-ce qu'il y a des questions ?